Je ne l'ai pas dit au début, mais toutes nos structures, alors sauf bien sûr les architectes, mais toutes les structures ici présentes font du conseil lors de permanence, donc du conseil gratuit aux particuliers. Donc sur des projets individuels, il ne faudra pas hésiter à revenir prendre des rendez-vous pour qu'on aille plus loin sur vos cas particuliers ou dans les échanges qui pourront peut-être se prolonger après les échanges collectifs. Là, je vous propose, si vous le voulez, de passer aux questions-réponses, aux demandes de précision, aux témoignages, de vous donner la parole en fait. On est dans le contexte de transition écologique. Je voulais savoir si vous disposiez d'outils en fait pour caractériser et quantifier en fait l'empreinte environnementale, voire la qualité d'usage, et lesquels outils permettraient peut-être de comparer aussi éventuellement les solutions qui sont envisagées sur un même projet, quoi. Je ne sais pas si ça va répondre totalement à votre question, mais en tout cas, nous, Solia, on intervient en amont des projets de travaux pour réaliser des diagnostics au domicile. Et donc, on a des thermiciens dans nos équipes qui réalisent du coup des simulations énergétiques pour simuler les travaux que vous souhaitez réaliser et donc voir quels gains vont apporter ces travaux. Et donc, du coup, d'envisager plusieurs possibilités, plusieurs scénarios afin que vous choisissiez le scénario qui est le plus adapté à votre souhait. Je ne sais pas si c'est ça que vous attendiez comme en termes... Ouais. Ouais, donc nous, on est vraiment, en tout cas, nous, on vous calculera le gain énergétique. J'ai juste envie de compléter. Moi, je fais le distinguo entre rénovation thermique, qui peut être faite avec des matériaux conventionnels, avec juste une recherche de performance énergétique. On peut très bien aller chercher effectivement une performance en mettant que des matériaux industriels, ou alors une rénovation écologique, qui va être une rénovation thermique, mais avec des matériaux écologiques. Là, du coup, on réduit considérablement l'empreinte environnementale. Après, c'est aussi l'idée de peut-être essayer de réfléchir à baisser les surfaces des maisons aussi, parce que même si c'est des matériaux écologiques, construire, ça dépense de l'énergie, quoi. Voilà. Mais donc, la réponse, à mon avis, se situe dans l'audit thermique, où tout ça sont des options à demander aux thermiciens, en fait, dont vous rajoutez. Moi, je sais qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, qui sont notées dans l'audit. Donc, dans ces audits, on trouve déjà pas mal de réponses à vos questions, à mon avis. Je veux bien aussi répondre à votre question, compléter les réponses. En fait, la future réglementation thermique, en tout cas la réglementation thermique actuelle, c'est la RT 2012, donc qui oblige à des performances de consommation d'énergie. Et sur le volet environnemental, normalement, la future réglementation qui va donc remplacer l'actuelle, qui va s'appeler la RE 2020, pour Réglementation environnementale 2020, qui ne va pas sortir en 2020, mais sans doute en 2021. Celle-ci, normalement, devra prendre en considération l'impact carbone, l'impact environnemental des matériaux. Et en fait, aujourd'hui, les outils pour comparer les matériaux entre eux, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, l'ACV. Et l'ACV, en fait, alors là, c'est un peu technique, hein, c'est des sujets un peu professionnels, entre guillemets, mais en fait, demain, tout industriel ou fabricant de produits devra fournir ce qu'on appelle une FDES, une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qui sera un petit peu la carte d'identité environnementale du produit. Grosso modo, il y aura toute l'analyse environnementale du produit, depuis l'extraction jusqu'à son recyclage ou éventuellement réemploi s'il y en a un. Donc ça, voilà, demain, ce sera les outils qu'on aura à disposition, les industriels, les entreprises, les concepteurs, pour justement faire des propositions à des maîtres d'ouvrage, justement, pour comparer les solutions entre elles. Après, pour rejoindre ce que vous dites sur la rénovation ou les matériaux écologiques, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense en toute honnêteté que les matériaux dits conventionnels aujourd'hui ont des performances qui ne sont pas réelles. Je le dis vraiment haut et fort, et je pense qu'on pourrait en parler plus en détail si ça vous intéresse, mais aujourd'hui, on voit bien que sur les aides publiques, il y a surtout des comparatifs sur ce qu'on appelle le R, la résistance thermique des matériaux, sauf que pour comparer une performance d'un matériau, le R ne suffit pas. Par exemple, typiquement, le déphasage que j'évoquais tout à l'heure n'est absolument pas pris en compte, par exemple. Et ça, c'est un exemple. On peut en citer plein. Mais tout ça pour dire que, après, pour vous, c'est difficile de pouvoir analyser en bonne et due forme ce qu'on vous présente et de réellement comparer. Mais je pense honnêtement que ces matériaux annoncent des performances qui se rapprochent plutôt de la réalité, alors que les autres, honnêtement, j'ai des doutes. Bon, après, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est pour vous dire la situation aujourd'hui. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut aussi surtout miser sur le confort. Et je pense que c'est le plus important.
parce que derrière, c'est aussi ce qui importe. Hein. On l'a vu avec la situation qu'on a vécue de confinement au printemps. On est tous restés bloqués chez nous. Et c'est là on s'est rendu compte l'importance d'avoir un chez-soi qui soit confortable, où on se sent bien. Et en ce moment, on le voit bien, hein, si vous sollicitez des banquiers pour des prêts, des choses comme ça, ils vous disent on est surchargé de demandes, tout le monde veut rénover, construire. Il y a une vraie demande parce que les gens ils veulent être bien chez soi. Et je pense que vous avez tout intérêt à faire attention aux matériaux que vous allez utiliser pour justement répondre à cette problématique. Nous, on va rénover une maison sur Nantes et on a travaillé avec un architecte, pas de souci. Et maintenant, on est en train de, compte tenu qu'on a la chance d'être dans la catégorie aisée, on a aussi des possibilités d'obtenir des aides et on a une rénovation très importante. Et donc, j'ai commencé, avec mon mari, on a commencé à chercher des aides, quoi. On observe que pour avoir les aides, par exemple, de Nantes Métropole, il faut avoir un audit énergétique. Et maintenant, moi, je suis à la recherche de comment je peux avoir une assurance, d'avoir un audit énergétique de qualité. Où est-ce que je vais le chercher? De quels conseils on peut bénéficier? Enfin, ça fait un petit peu peur tout ça. Et est-ce que l'audit énergétique a aussi des répercussions? Et est-ce qu'il est indispensable pour les autres aides? Donc, je voudrais avoir des réponses par rapport à ça. Où est-ce qu'on peut être conseillé par rapport à ça pour faire un audit énergétique de qualité? Et en même temps, c'est une somme quand même de faire un audit énergétique. Et je ne suis pas sûre non plus, enfin je me pose la question, est-ce que cette maison, on va obtenir un audit énergétique en F ou G? Peut-être oui, mais peut-être non. Donc si on est en dessous, on n'a pas les aides en fait, d'après ce que j'ai compris. Alors il y avait cette question-là, et puis j'ai une deuxième question, parce que le monsieur qui avait parlé de tout ce qui est juridique, j'ai pas très bien entendu, parce que vous avez dû traiter ça rapidement. Est-ce quand on fait une rénovation importante, au-delà de 200 000 €, faut-il prendre une dommage ouvrage, oui ou non? Moi, je voudrais avoir une réponse par rapport à ça. Donc, c'est une deuxième question, mais la première est d'abord plus importante. Enfin, les deux sont importantes. Les deux sont importantes, ça traite de l'aspect financier. Alors, sur l'aide de Nantes Métropole, il faut savoir que l'audit énergétique est financé en partie. Il y a 250 €. Alors, un audit énergétique coûte en moyenne entre 800 et 1000 €. Donc, c'est quand même un budget aussi à sortir. Après, sur l'aide de Nantes Métropole, quand vous allez missionner justement un auditeur énergétique, il faut savoir que Nantes Métropole a un cahier des charges où les auditeurs énergétiques doivent répondre. S'ils ne répondent pas du tout à ce cahier des charges, ils sont exclus définitivement de Nantes Métropole. Donc au début, il peut être bien dans les critères, mais s'il y a beaucoup de problèmes avec cet auditeur, du moins avec ce bureau d'études, il peut être radié. Donc du coup, Nantes Métropole a vraiment mis des barres très hautes justement pour cette aide-là, en tout cas. Donc, il y a une liste que vous avez sur le site de Nantes Métropole, donc c'est mon projet Rénov'. Voilà. Je cherche en même temps, parce qu'il y a ma prime Rénov' et mon projet Rénov', c'est deux choses différentes. Donc sur le site de mon projet Rénov', vous pouvez avoir justement cette liste d'auditeurs. Et si vous avez un bureau d'études que vous connaissez, il est possible aussi qu'il s'intègre dedans, mais par contre, il doit vraiment remplir ce cahier des charges de Nantes Métropole. Voilà. Et après, l'aide de Nantes Métropole, il faut viser la rénovation BBC. L'audit, vous pouvez le faire, mais après, pour tout ce qui est les enveloppes des travaux, donc, il faut déjà, dans un premier temps, donc, avoir l'audit pour savoir où vous situez en termes de logement, en termes de classe énergétique. Ensuite, vous avez l'assistance à maîtrise d'œuvre. Et donc ça, c'est une enveloppe de 2 000 €. Et ensuite, vous allez pouvoir débloquer une aide sur les travaux, qui est de 5 000 €. Voilà. Ça, c'est pour les aides de Nantes Métropole. Après, sur les aides, par exemple, certificat d'économie d'énergie, vous n'avez pas besoin d'un auditeur énergétique pour les faire. Non, pour les obtenir, plutôt. Et le crédit d'impôt ou ma prime Rénov', c'est pareil. C'est aussi une difficulté, ça, parce que j'ai commencé à regarder là où on pouvait avoir les certificats d'économie d'énergie. Mais alors,
quand on commence à remplir, quand on essaie d'avoir une information par rapport à ça, on remplit presque déjà le dossier, parce que je suis allée sur EDF par exemple, et tout de suite, ils sont prêts à prendre ça en compte. Mais moi, j'ai pas envie de prendre forcément EDF, je pourrais prendre, hein. Mais je voudrais comparer. Alors, comment on peut comparer les aides ? Vous pouvez comparer tous les fournisseurs d'énergie. Alors sur leur site de EDF, Engie, Total, Leclerc, Auchan, Leroy Merlin, Carrefour, il y en a plein. En fait, vous avez des simulateurs sur leur site internet et vous pouvez comparer directement les prix en fonction des travaux que vous souhaitez réaliser. Et ça, vous les avez. Ah oui. Voilà. Je veux bien juste rajouter un petit mot sur l'audit énergétique. Il ne faut pas le voir comme une étape obligatoire pour avoir les aides, hein. C'est pas l'idée, c'est un diagnostic très approfondi de votre logement sur les aspects techniques et thermiques et assorti des vraies préconisations pour faire des travaux qui vont vous permettre d'améliorer le confort et d'améliorer la performance énergétique. Donc c'est un vrai point de départ, au même titre qu'on passe voir le médecin avant d'aller voir le pharmacien. Eh bien, les architectes puis les entreprises, elles ont besoin du diagnostic de départ et des préconisations pour savoir quoi vous proposer après en termes de travaux. Donc c'est vraiment une étape indispensable pour la vie du projet. Les aides sont un bonus qui viennent se greffer dessus. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. On peut proposer par exemple de remplacer les fenêtres, alors que les fenêtres, ce n'est pas forcément la priorité de la rénovation énergétique pour tendre justement ce niveau BBC en fait. Donc c'est pour ça qu'il est là vraiment pour vous dire quels sont les ordres de priorité pour atteindre justement ce niveau BBC ou un niveau de rénovation performante auquel vous vous retrouvez au niveau financier pour le retour d'investissement de votre bien en fait. Voilà. Il va aussi être conseil pour l'obtention des aides. Ouais, normalement, le thermicien est aussi très au fait des aides disponibles, donc va vous conseiller justement sur les meilleurs. Tout ça, en fait, c'est lui qui va le synthétiser dans les performances, le niveau de performance recherché, les aides dont vous allez pouvoir bénéficier, et du coup, il va vous proposer plusieurs scénarios en fait dans votre audit. Ouais, je viens de rajouter effectivement qu'il propose généralement 3 scénarios. Un scénario qui est plus dans vos cordes, ce que vous recherchez. Un scénario optimum, donc c'est-à-dire là, il va vraiment axer sur des gros travaux, et un scénario intermédiaire. Voilà, c'est vraiment 3 scénarios qu'il préconise. Un peu Solia aussi fait ce type de cas de présentation. Donc voilà. Alors je vais vous passer la main sur la partie juridique. Oui, alors sur la dommage ouvrage, c'est pas en fonction d'un montant de travaux en fait, c'est par rapport à la nature des travaux. La dommage ouvrage, quand vous faites du neuf, ça ne pose jamais de problème parce que la décennale au dommage ouvrage, c'est obligatoire. Dans l'ancien, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que je rentre dans le détail, mais je ne vais pas le faire parce que c'est compliqué. En général, la plupart des juridictions, parce qu'il n'y a pas de texte, vous ne trouverez pas de texte là-dessus, la plupart des juridictions disent que quand il y a un apport conséquent de matière, de sorte qu'il y ait transformation, ou un apport de matière, l'assurance est obligatoire. C'est pas en fonction d'un montant minimum. Alors après, je sais, c'est vrai, la dommage ouvrage, c'est pas toujours évident à trouver auprès des assureurs. C'est un certain coût. Ça vient greffer dans le budget. Alors évidemment, ça dépend du chantier, mais en général, on sait que c'est entre 5 et 10 000 euros. Parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça dépend. J'ai pas de réponse très précise parce que les juridictions ont toujours envisagé dans l'ancien la rénovation au cas par cas. Considérez que pour votre projet, pour moi, c'est oui quand même. C'est vous, madame ? Oui, moi je voulais poser une question encore par rapport à toutes ces labellisations RGE qu'on a vues. Donc on sait tous que c'est très controversé en termes de valeur de ces labels. Parce que le problème, c'est que, en fait, je crois savoir qu'il n'y a quasiment pas d'audits qui sont faits sur les chantiers réalisés par les artisans. Et je crois que c'est une des évolutions qui est attendue. Alors, je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou apporter un éclairage complémentaire par rapport à ça. Mon collègue, parce que moi, là, je ne pourrais pas dire exactement. De toute façon, c'est obligatoire pour les aides. Malheureusement, après, j'entends votre question sur la controverse. Il n'y a pas le choix, c'est indispensable pour avoir les aides. Hein. Vous n'avez pas le RGE, vous n'aurez pas d'aide. Après, là, Je sais que ça devait être révisé en 2020, effectivement, j'ai entendu dire ça, mais j'ai pas plus d'informations si tu en as, Charles. Ouais.
Bon, il y a des réseaux comme Ecobat, Atlambois, on est des réseaux croisés. En fait, il y a aussi des règles de l'art, tout simplement, à respecter, sans parler de RGE. C'est que quand on prend, par exemple, l'ossature-bois, il y a des règles de l'art. C'est un DTU. Qu'on soit RGE ou pas, il faut le respecter. C'est une question là, plutôt décennale, même, que de RGE. Et en fait, il faut aussi contrôler si une entreprise respecte. Si vous posez un bardage, il y a un DTU. Si vous posez un isolant, le plus souvent, c'est un avis technique. Je dirais que c'est même pas une histoire de RGE. De mon point de vue, c'est déjà dans un premier temps les règles de l'art. Et ensuite, le RGE, c'est pour, comme tu le dis, c'est pour accéder à des entreprises qui vont pouvoir faire des travaux finançables, en tout cas par des aides partiellement ou entièrement. Je pense que moi, je le vois comme ça. Les fiches RAGE et les fiches PACT, en fait, qui donnent l'état de l'art de chaque façon de faire pour faire de l'isolation, l'IDE et autres types de rénovation. Avec le micro, ça serait bien. Oui, ce que je disais, en fait, vous avez des fiches sur Internet, on appelle ça les fiches RAGE, donc R-A-G-E, et fiches PACT, P-A-C-T-E. Et vous avez en fait l'état de l'art de la mise en place d'isolants, du moins d'isolation en fonction de quelle maison vous avez, et d'autres types de chantiers. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on missionne un artisan RGE, ce qu'on souhaite, c'est surtout ne pas ou peu faire de contrôle en fait. On a la confiance en fait en lui. Donc du coup, c'est pour ça on aura tendance à pas forcément vérifier ces fiches PACT. Mais nous, on le conseille effectivement. Mais bon, après, il faut avoir du temps pour le faire. C'est là où la problématique se fait. Et c'est généralement ce qu'a fait l'État, c'était de faire une certification qui soit justement dans ce rôle-là. Sauf qu'il y a eu beaucoup de débordements. On va dire que la qualification RGE est attribuée en une demi-journée. Il y a un contrôle, voire un ou deux contrôles de chantier réalisés, mais un ou deux contrôles ne veut pas forcément dire que tout est bien réalisé, loin de là. Et après, il y a des très bonnes entreprises qui font des très bons travaux. Il suffit qu'il y ait un élément, une personne qui soit pas bonne ou pas assez pointilleuse pour mettre l'entreprise hors service. Donc du coup, c'est vrai que la qualification RGE, c'est un point. Après, il faut que tout le monde, toutes les personnes qui réalisent les travaux le fassent de façon optimum. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. Ouais. Oui, c'est ce que... effectivement, ouais. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que l'intérêt aussi, on le voit, il y a des dessins de détails très soignés. Du coup, l'architecte, au moment de sa conception, donc je laisserai peut-être la parole aux architectes ici présentes, mais du coup, à ce souci de la mise en œuvre et au-delà de la fonctionnalité et du respect des règles de l'art, a aussi le souci de l'esthétique de ces détails constructifs. Donc du coup, ce travail de détail réfléchit à la coordination des différents corps de métier pour avoir une solution à la fois technique et qualitativement, architecturalement parlant, qualitative, quoi. Je me permets de le dire, même si je ne suis pas architecte, c'est que le contrat d'architecte, il y a des missions très précises. Il y a la mission complète qui va englober le dépôt de permis de construire, la conception, le suivi de chantier. Et ça, c'est contractuel. Donc, on a évoqué le CCMI, mais dans le contrat de maîtrise d'œuvre, il y a aussi plein de garanties avec des missions bien précises que vous allez ou non signer, parce que vous avez le choix de faire que le permis de construire, vous faites le reste, ou alors d'avoir une mission complète. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises ou pas, mais bon, voilà. Il y a une chose qui est assez simple avec un architecte, c'est que nous aussi, notre assurance, elle couvre tout le bâtiment pendant 10 ans. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que les choses soient mal faites, parce que le but, c'est pas de se revoir trop souvent, quoi, que le client, même si on s'aime, voilà. D'un moment, c'est d'être aussi tranquille, puis d'avoir fait du travail de qualité. Donc notre métier, c'est vraiment de vérifier au fur et à mesure que tout est aux normes dans le DTU. À la conception, quand on fait la phase pro, déjà quand on rédige les CCTP, tout est écrit déjà comme ça. Après, il faut faire attention que ce qui est écrit soit appliqué. Et la deuxième chose qui est importante aussi, si vous comptez faire des dossiers de demande d'aide, parlez-en avant à votre architecte, parce que en ce qui me concerne, je fais une petite facturation supérieure parce que cela prend énormément de temps. Et donc, il faut le dire avant à votre archi que vous voulez faire ça, pour qu'aussi il puisse s'organiser dans la mise en place du dossier, pour qu'il ait vraiment tout ce qu'il faut, tous les documents demandés pour pouvoir avoir droit à cette aide-là.
Peut-être pas le cas de tous les archives, mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Alors sur les aides financières, en fait, vous pouvez aussi faire appel à une tierce personne justement pour faire toute cette partie-là, la partie administrative, pour aller récolter justement l'argent pour financer vos travaux. Donc c'est possible. Donc voilà. Ce qui peut aussi confirmer quand même le sérieux des entreprises, c'est peut-être leur demander les références aussi de projets sur lesquels elles ont réalisé, pour voir effectivement si derrière ça tient la route, on va dire. Et puis, du coup, les projets passés peuvent aussi être source de solutions pour les projets à venir, on va dire, et de références. Donc, après, tout l'intérêt, effectivement, de travailler avec des entreprises qui font partie d'un réseau, qui sont expertes et qui permettent d'échanger, parce qu'on peut trouver des solutions, par exemple, sur une question d'isolation thermique extérieure, mais qui souvent renvoie à une question avec le couvreur ou avec le maçon. Enfin voilà, tout le monde est concerné. C'est vraiment l'important d'avoir des entreprises qui sont vraiment pointues là-dessus, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez bien souligné. C'est en fait un artisan qui travaille bien va pas dire non pour faire visiter une maison où il a bien fait ses travaux. Donc il va pas refuser en tout cas ce cas-là. Donc si un artisan refuse, j'aurais tendance à dire que ça va être un peu compliqué de lui faire confiance. Après, ça, c'est plutôt un avis personnel. Mais un artisan qui va dire « Ok, il n'y a pas de problème, je vous ouvre les portes d'un des chantiers », il n'y a pas de souci là-dessus, en tout cas.